puis il y a Patrick Keeper dans les studios, hein. Il est venu nous squatter. Oui, Patrick, on l'a pas présenté. On l'a pas présenté. Bah, tu peux le présenter, puis écoute, non? Bah, c'est pareil, ça y est. Dominique, tu peux présenter Patrick? Bah voilà, donc Patrick de l'association Mots et Musique, qui programme régulièrement des concerts à Publico, entre autres, mais qui en a programmé, qui en a fait toute sa vie, Patrick, je crois que c'est un peu ta vie, quoi. Ah ouais, toute ma vie, parce que moi, la chanson, vraiment, dès mes 15 ans, c'était Brassens, et puis ça m'a... Donc tout de suite, Brassens, c'était la chanson et l'anarchisme. Donc, et j'ai mis, pour la première fois, je suis rentré à Publico, j'avais 15 ans. Donc rue Ternaux. Donc il y avait Malsan qui était le permanent à l'époque, copain il était presque aveugle et très peu loquace, donc très intimidant, surtout qu'il était plutôt baraqué. Donc et pour la petite histoire, donc le concert que j'organise samedi avec Aruna, c'était l'une de ses belles filles. Que j'ai connu bien après, donc et bon, 15 ans Publico, et puis la chanson, j'organise depuis 35 ans. J'ai commencé à organiser dans les galas de la Fédération anarchiste, avec le groupe Sevran Bondy. J'ai croisé un copain à Publico la semaine dernière, José Bolufer. On était dans le même groupe. Tu nous cassais bien les pieds avec la chanson. Pendant les 10 ans que le groupe a existé, il fallait absolument qu'on fasse un gala. Enfin, chaque année, on n'y copiait pas. Mais... Donc c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Et puis à l'intérieur du comité d'entreprise de L'Oréal, que je bossais chez L'Oréal, et donc je fais venir beaucoup d'artistes. Et puis après, j'ai fait mon premier concert personnel et privé au CITEA que j'ai loué avec Sergio Geroglio. C'était le premier concert. Et puis après, depuis 35 ans, il y en a à peu près 1500, 1600. Parce que j'ai été agent en même temps. Après, j'ai quitté l'entreprise en 1991. J'ai quitté L'Oréal. Je suis parti avec mon salaire du mois. J'avais 23 ans d'ancienneté, mais il a fallu que je parte. Et parce que j'avais envie de faire la route avec les artistes avec qui je bossais. Et je suis parti comme ça, quoi. Et ça a été mon métier pendant 15-20 ans, donc il a fallu que je vive de ça. Et c'était compliqué, parce que... mais ça m'a beaucoup plu, et j'arrêterai pas. C'est bien. Eh bien, vous voyez, c'est Patrick Keeper. Voilà, il s'occupe de musique depuis 35 ans. Bon, là on est avec des créateurs plus jeunes, ils s'occupent pas d'art depuis 35 ans, tous les deux, je pense pas. Peut-être qu'à deux, en cumulant, peut-être, non? Denis. Oui. C'est Denis Bourdeau. qui fait des BD. Alors moi je fais de la bande dessinée depuis que je suis gamin, en fait. C'est comme Patrick Keeper, quoi. La musique. Voilà. J'ai jamais réussi à écrire une chanson, par contre. Ça va être un peu plus compliqué. J'ai essayé, parce que je gratouille un peu de guitare de temps en temps, puis bon. Mais bon, des reprises plus que des compositions. Que des créations. Mais pour la BD, par contre, là, c'est pas des reprises. Non, alors voilà, c'est souvent, toujours scénariste et dessinateur le même, Denis Bourdeau. Et j'ai été aux Arts Appliqués du Perret. Une très bonne école, oui. Dans les années 80. Et puis donc cette école, c'était que il y avait la possibilité de toucher à plusieurs choses techniques. C'est assez intéressant. Bon, après il y a un système toujours éducatif un peu duquel je me suis plus ou moins enfui après par la suite, parce que j'avais besoin d'autonomie, d'émancipation peut-être aussi. Et j'ai rencontré une bande de dessinateurs qui pour certains venaient de cette école et pour d'autres d'ailleurs.
Et c'est cette équipe qui a créé la maison d'édition, l'association dans les années 90. C'est mythique. Oui. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé oui, enfin, c'est pas à être édité, parce que j'en faisais déjà depuis longtemps. Je faisais déjà une petite fanzine. Oui, voilà. T'as des exemples là? Il y en a. Oui. Le courrier. Le courrier mensuel. Qui est pas tout à fait mensuel, mais enfin bon, c'est mensuel quand même. C'est vrai. Ouais. Et en fait, dans ce petit courrier mensuel, tu t'inspires d'un fait, d'une révolte, d'une grève. Enfin non, c'est des choses un peu d'actualité. Oui, parce que c'est pas un dessinateur de BD comme c'est pas lui qui fait Lucky Luke, ni les trucs de ce style qui sont intéressants. Mais bon, lui, il fait plutôt dans le concret, dans ce qui se passe de plus crade dans notre société. Voilà, il met ça un petit peu en exergue de la BD en quelque sorte, mais avec l'outil BD, et ça donne un résultat qui vous prend un peu la tête quand même, mais qui est assez passionnant pour les gens qui s'intéressent justement à ce c'est un peu un terme bateau social, aux luttes ici ou là de gens qui veulent pas se laisser marcher sur la tête. Ouais, c'est à partir d'un certain moment, je me suis tourné vers ce genre de documentaire. En fait, c'est ça, du documentaire. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Alors que auparavant, quand j'éditais chez l'association, c'était plutôt de la fiction. Mais déjà, c'était des fictions la connotation un peu quand même critique, ouais, tout à fait. Critique de la société dans laquelle on doit vivre aujourd'hui. Avec plus de sous l'aspect de la métaphore. Tout à fait. Alors que là, c'est le fait de participer à des luttes qui m'ont fait imaginer que je pouvais les raconter, ces luttes-là. Oui, effectivement, tu peux les raconter, bien sûr. Voilà, c'est possible et dessinable. Dessinable, oui, mais c'est ce qui est un peu, de mon point de vue en tout cas, un peu triste pour nous, c'est que des créateurs comme Denis, ils n'ont pas accès évidemment aux grands médias BD, à toutes ces choses-là qui sont plutôt souvent, en tout cas, du bourrage de crâne, qui suit le bourrage de crâne des grands médias de presse, de télévision et tout ça, ou de cinéma d'ailleurs. Voilà, les gens qui ont vraiment des choses à dire et qui peuvent les dire et qui savent les dire, ils n'ont pas vraiment de moyens à leur disposition pour faire passer leur message. Alors donc c'est pour ça. Alors tu travailles, l'association, tu nous dis que c'est surtout qu'il y a une association, je répète, assez extraordinaire, moi que je connais pratiquement depuis sa création, parce qu'avec des copains, quand j'étais dans le Sud, on s'y est vraiment intéressé. On n'a jamais eu le courage de nous adresser à eux, si on était des sauvages, mais bon. En tout cas, c'est une association qui édite des choses vraiment intéressantes, donc celle de Denis, pour dire où il peut quand même de temps en temps apparaître un peu plus dans le jeu, on peut éventuellement le rencontrer, mais pour le reste, ces publications, donc ce courrier mensuel, je suppose que c'est pas en kiosque. Ah, pas du tout, oui, effectivement. Donc c'est photocopié et c'est mes abonnés en fait ce sont un cercle d'abonnés en fait, à qui j'envoie la brochure par la poste. Voilà, donc sinon j'avais aussi édité un truc chez les Requins Marteaux dans les années 2000, là, au début des années 2000. Là, c'est aussi un peu une fiction, mais toujours politique. Oui, bien sûr. Non, mais le graphisme, de toute façon, qui représente des images ou simplement même, c'est parce que tout son texte
du courrier mensuel, tout est fait à la main. Vous voyez, c'est tout. Il n'y a pas de machine à écrire, il n'y a pas d'ordinateur, c'est la main. Voilà, c'est des choses qui seront certainement dans quelques années ce qu'on appelle comment on appelle ça, pas des icônes, mais des collecteurs. Des collecteurs, voilà. Parce que c'est assez, aujourd'hui en tout cas, c'est assez rare, même dans les fanzines, hein, les gens ont des ordinateurs, voyez-vous. Là, tout est à la main. C'est même pas agrafé, hein, c'est en papier libre, comme ça. Mais écrit à la main, et donc, un graphisme, moi, ce que j'aime dans ce genre de travail, d'aventure, en tout cas, c'est que c'est un graphisme qui fait pas dans la fioriture, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire, qui fait pas, vous voyez, vous avez des dessinateurs de BD, on a l'impression qu'ils dessinent en dormant. Là, non, c'est vraiment, mais en même temps, chaque image elle véhicule quelque chose. C'est pas des images qui sont gratuites, comme en général et souvent dans la BD traditionnelle, si on peut dire traditionnelle, c'est-à-dire celle qui est éditée par les grands éditeurs du secteur, voilà, où il y a des choses convenues, où il y a des conventions, où il y a des tics de dessinateurs. Là, pas du tout. Là, vous avez vraiment du brut de brut. Chaque image, elle est là parce que elle doit être là, elle a sa place dans le déroulement d'une action, dans le déroulement d'un rêve, dans le déroulement d'une fiction. Et ça, c'est assez reposant, par contre. Bon, disons que le fond des bandes dessinées pas reposant du tout, il pose énormément de questions. Ça vous tient en alerte permanente, et ça, c'est particulièrement fatigant. Mais je veux dire, le graphisme qui illustre tout ça, c'est un graphisme qui vous heurte pas, ça va directement au fond du message. Ouais, message, attention, quand on parle de message, on voit tout de suite les intellos de gauche, là, qui se prennent le chou. Non, c'est pas on se prend le chou, mais pas dans la version message convenue, hein, pas du tout. Autrement dit, un petit courrier mensuel, vous l'avez dans la main. Moi, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout d'un ou deux. Bon, j'en avais une dizaine à ma disposition. Je n'ai pas pu tout me gaver, parce que c'est pas des choses qu'on peut lire comme ça pour se détendre. Et c'est pas vraiment le but, je crois. Denis, c'est pas quelqu'un qui va un samedi soir vous jouer de l'accordéon pour vous faire danser. Hein. C'est pas tout à fait son genre. Denis, tu disais aussi que tu écrivais. Hein, quand on était au café, tu as dit que tu partageais. En fait, il y avait la BD, il y avait aussi une part d'écriture. Bah oui, la part d'écriture est très importante. Oui, il y a beaucoup d'écriture. Parfois, assez souvent, même le dessin est subordonné à l'écriture. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Oui. Et donc, donc une écriture qui passe pas par les techniques d'imprimerie ou de frappe de clavier, mais qui sont calligraphiées à l'encre. Ouais, tout à fait. À la plume. Voilà. Ouais. C'est quelle plume? C'est un stylo? Non, c'est la plume. Que tu trempes dans l'encrier? C'est pas la Sergent-Major, mais oui, c'est ça. D'accord. Je peux redire à la marque, je me souviens plus. Ah bah oui, moi j'en ai plein. J'étais à un moment, j'étais un fou de plumes, et j'ai réussi à dévaliser une vieille boutique c'était en face de la cathédrale de Cavaillon. Il y avait une vieille grand-mère, là, c'est un truc Cato, tu vois, une petite boutique Cato qui vendait des micelles et tout. Et elle avait tout un assortiment de boîtes de plumes. Ah, oui. Et comme elle fermait sa boutique pour partir à la retraite, je suis passé par hasard par là, j'ai fait une razzia sur la chenouf. Ah ouais. Donc j'en ai un stock, si t'en veux, je pourrais t'en passer. Ah ouais, j'aime bien les plumes. Ouais. Ouais. Et je suis un peu curieux, je suis allée sur Wikipédia, et t'as une page de Wikipédia, et il est écrit que tu collabores à Loubapo. Ah, c'est pas Loulipo, c'est Loubapo. Bah oui, parce que c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Ah, d'accord. Hein, mais bon, ça c'est... Oui, j'ai
pas en ce moment tellement l'occasion que ça se reproduise, mais ça serait bien si quelque chose se passait encore aujourd'hui. Mais tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'Oubapo, si vous êtes nombreux, comment ça fonctionne un petit peu? Bah moi, l'événement Oubapo auquel j'avais participé, alors ça se déroulait, ça date déjà, c'était à Rouen. Et c'était avec un jeu comme la loterie. Il y avait une grande roue qu'on tourne et qui vient se placer au hasard sur une lettre. Alors oui, un dessin. Et donc à ce moment-là, on était une équipe de dessinateurs où l'on se repassait les planches parce qu'on devait faire chacun son tour, une case pour faire évoluer une bande dessinée. Enfin, c'était très très bien calculé, au cordeau. C'était et donc ce qui apparaissait au tirage au sort, c'est le dessin qui représentait l'idée ou l'objet qui devra être présent sur la case qu'on a devant les yeux et qu'on aura à dessiner. Voilà. Donc et qui devra aussi coïncider avec ce qui précède, c'est-à-dire que dans l'histoire qui se forme, qui a été faite par les précédents, les dessinateurs. Et vous êtes nombreux à participer à ça? Et donc ça, c'était un événement ponctuel et ça a été édité dans l'Opus, Opus 3 ou 4, je sais plus, par l'association, parce que c'était l'association qui l'organisait. Alors l'Oubapo, ça me plaisait bien, parce que c'est très ludique, et puis et surtout c'est ce qui rapprochait le plus pour moi d'une activité collective, alors que la bande dessinée habituellement, et même à l'association, c'était quelque chose de très individualiste. C'est l'auteur qui est mis en valeur. Et donc voilà pourquoi j'aimais bien ces exercices Oubapo. Avec plein de possibilités, l'Oubapo, c'est assez, enfin, la potentialité il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont produit des œuvres oubapiennes, en fait, des exercices de style en bande dessinée, des palindromes, c'est-à-dire la première case et la dernière case c'est la même, et ça se lit dans les deux sens aussi. Ça se lit dans les deux sens. Plein de choses. Des bandes dessinées aussi qu'on peut en forme de gaufrier comme ça, puis qu'on peut lire aussi en diagonale ou du bas en haut, enfin. D'accord, oui, c'est très simple, quoi. Bon, l'Oubapo. Alors sinon, dans mon courrier mensuel, donc je fais plusieurs styles narratifs, c'est-à-dire il y a la fiction et il y a le documentaire. C'est-à-dire qu'il y a une fiction qui raconte l'histoire d'un personnage qui se pose des questions, qui fait rien, qui fait pas grand-chose, mais il avance dans sa vie comme ça. C'est un peu l'aventure de l'existence, en fait, quelque chose. Pour lui. C'est l'aventure de Denis. Alors voilà, j'observe quand même un certain détachement par rapport à ma propre biographie, mais effectivement, c'est très inspiré, évidemment. Et j'ai l'impression qu'on remarque très souvent un funambule. Il y a très souvent un homme qui est sur un fil. Oui, j'aime bien cette métaphore. Ça. Et puis d'autre part, il y a des documentaires, par exemple l'interview d'un paysan sartois qui est à la retraite, et qui raconte comment dans les années 70 et 80, enfin depuis les années 50 même, il a été un peu éleveur, enfin agriculteur, et il a rapidement perçu les enjeux de l'agrandissement des fermes et de la chimie, de l'apport de l'industrie dans la production alimentaire.
Et donc il a été très rapidement à contre-courant un peu de ce mouvement, tout en étant obligé quand même de suivre, puisque sinon c'est à mort. C'était à mort. Et donc bon, quelqu'un qui est devenu militant à la Confédération paysanne, bien sûr. Voilà. Oh, pas à la FNSEA, c'est clair. Et donc, voilà, qui raconte un peu. On est allé chez lui avec une poignée de militants, et on est allé l'interviewer. Et c'est à partir de cette interview et des souvenirs de sa maison, et puis avec des photos qu'il nous a fournies aussi, que j'ai construit cette bande dessinée qui se trouve en épisode dans les différents numéros successifs du Courrier mensuel. Et il raconte donc voilà comment il a milité contre la FNSEA en l'occurrence, effectivement. Donc là, c'est la bande dessinée vraiment documentaire Là, il y a un numéro qui va sortir prochainement ou pas? Tu sais un petit peu? Oui. Là, j'en ai fait une quinzaine de pages, quoi. Ah bon, c'est bien. Là, Attends, je vais regarder ça tout de suite. Non, mais tu dois y passer un certain temps quand même. Combien il y a de pages? Ah bah c'est même pas marqué. Non, il y en a 20. Ouais, 15 pages sur 20, oui, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et ça te prend à peu près combien de temps tu mets pour faire un journal comme ça? En fait, c'est vrai que je rationalise pas tellement de ce côté-là, c'est-à-dire je fais pas de compte précis. Parfois je m'y mets pour 2 heures, parfois pour 4 heures, parfois pour 6 heures. Plus rarement d'ailleurs, parce que je fais pas mal de choses en parallèle. C'est assez irrégulier, mais oui, ça prend beaucoup de temps, hein, c'est sûr. Oui. Mais est-ce que tu as un job régulier pour vivre, ou est-ce que tu vis de l'air du temps? Mon job actuel, c'est chômeur longue durée. Ouais. Voilà. Non, c'est intéressant parce que je crois que on peut poser la question à beaucoup de créateurs. C'est à peu près la même réponse. On est chômeur de longue durée ou on n'est plus chômeur de longue durée. Alors on est vraiment dans la merde. Ouais. Voilà, c'est à peu près le destin des gens qui veulent vivre autre chose que la vie qu'on nous fait, quoi. C'est-à-dire dans les usines, dans les ateliers, dans les bureaux. Ouais, voilà. Tout à fait, ouais. Je sais pas, on peut récapituler un petit peu, Denis, sur le titre des BD que tu as déjà sortis. S'il y a des auditeurs qui ont envie, peut-être, je sais pas si on peut les trouver quand même. Qu'on puisse mettre ça sur notre blog, en tout cas. Alors, je sais plus si c'est encore en vente, parce que c'est vieux, hein, alors. Invention, ça c'est le titre Invention, et Les Voisins, c'est deux petits albums dans la collection Pattes de Mouche, qui ont été édités par l'association. Ensuite il y a eu Les Vagues Différentes, qui a été aussi à l'association, mais dans un format plus grand, intitulé Mimolette, la collection Mimolette. Voilà. Et puis Ballon Hill. Alors Ballon Hill, je crois qu'ils l'ont mis au pilon maintenant. Il est plus, bravo. Il est plus en vente. Aux éditions Requin Marteau. Ouais, un peu marteau les requins là, quand même. Il t'en reste encore. Mais il m'en reste encore. Donc Denis Bourdeau au pilon, honte soit sur vous. Avis à la population, il en reste encore. Voilà, on peut contacter Denis si on veut en avoir, il en a. Oui. Voilà. Bon. C'est un bel ouvrage en plus, c'est un gros livre. Et puis il nous le file, parce qu'il en a plein qui dit. Enfin voilà.
Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, nom de Dieu. Voilà, à Racaille, vous écoutez cette émission ONI des gens bien, quoi, on peut dire ça comme ça, la petite bourgeoisie, qui a invité aujourd'hui, qui a la chance d'avoir, en tout cas dans le studio de la radio Tchedala Libertaire, qui s'appelle Nathalie Ovion, photographe, et Denis Bourdeau, dessinateur de BD. Mais attendez, il dessine pas des BD tout à fait normal. Si on peut dire ça comme ça, parce que qu'est-ce qu'il y a de normal, en fin de compte, dans cette existence de merde, je vous le demande. Et on a entendu donc, pendant une petite demi-heure, notre camarade Denis Bourdeau, qui s'est exprimé sur son travail. J'espère que vous avez tout compris. Moi, en tout cas, oui. Si j'ai compris, c'est que c'était compréhensible, parce qu'autrement, je suis comme vous, je suis pas vraiment ouvert à toutes ces choses. Voilà, il faut qu'on m'explique, et qu'on m'explique encore, et qu'on m'explique toujours. Et puis maintenant, on va parler avec Nathalie, puisque ils sont deux. On est assez machiste pour avoir fait passer en premier Denis, mais ça c'est de la faute à Pitié-Coup. Moi je voulais faire passer Nathalie, évidemment. Mais bon, et alors on va donc parler avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Qui est photographe, qui est Lorraine. Non, elle n'est pas de Dorémy, vous inquiétez pas. T'es d'où, en fait, dans Lorraine? Moi, je suis de Nancy. Nancy, comme ma grand-mère. Attends, ma grand-mère était de Nancy ou de Pont-à-Mousson, je me souviens plus. Enfin bon, passons. Les histoires de famille, ça concerne pas les auditeurs. Alors donc, tu as travaillé, tu as fait les Beaux-Arts, une partie, Je fais juste une année qui a suffi à m'orienter beaucoup plus vers le travail photo, enfin confirmer ce que j'avais un petit peu commencé, puisque la photo j'en fais, je prenais des photos quand j'étais gamine, mais après on m'a offert un petit appareil, les rétinettes Kodak là alors là, pour apprendre la technique, il n'y a pas mieux, parce qu'il y a rien, quoi. On est obligé de se débrouiller soi-même. Donc voilà, et puis petit à petit, ça s'est affiné, évidemment, et puis je me suis mise à être beaucoup plus scrupuleuse sur les cadrages. Et puis pendant ma période aux Beaux-Arts, j'ai pu essayer un petit peu d'autres choses. Il y avait des modèles, il y avait un travail thématique aussi, donc que j'ai fait avec la photo. Et puis tellement que finalement je me suis orientée plus vers la photo. Et j'ai fait une école technique à Metz. Et puis après. Voilà, mais j'ai eu une grande période comme ça où il y a eu, pour différentes raisons, j'ai un peu lâché la photo, mais je l'ai reprise vers, il y a plus de 5 ans maintenant, où j'ai réorienté ma vie d'un travail que j'aimais pas au fait de vouloir m'exprimer, au fait de vouloir remettre le travail en question, c'est-à-dire que là je suis au chômage, et chômage longue durée maintenant, et j'ai décidé de m'exprimer. Donc j'avais repris déjà quand je travaillais encore, j'avais recommencé à faire des expos dans un lieu qui n'existe plus maintenant, qui est un café culturel, qui était une scope. Et c'est comme ça que ça a recommencé. Donc il y a eu des périodes aussi. Alors avant de parler de périodes, je vais peut-être un petit peu dire peut-être essayer de définir un petit peu, si c'est possible, ma photo. Ouais. Parce que tu as parlé très bien du noir et blanc, qui est vraiment le début, là où ça a vraiment bien commencé, c'est de mes photos. Et puis il y a une période Lorraine où je faisais des photos quand j'étais à l'école. Je faisais des grandes balades et j'allais prendre des photos. Et puis à un moment donné où quand je suis arrivée à Paris, parce que je suis
partie de la Lorraine pour aller à Paris, mais volontairement, je voulais être dans une grande ville. Et comment ? La couleur. Pas tout de suite. En fait, je suis partie à New York en 93, donc là, j'étais toujours en noir et blanc. Et puis, c'est un peu plus tard que j'ai eu une petite caméra numérique entre les mains. Pour moi, ça fait un peu... c'était un peu un jouet. Et sur cette caméra, on pouvait prendre des photos et les stocker sur une carte. Et c'était un petit... il y avait un petit zoom, c'était très... une approche assez ludique. Et c'est là que je me suis mise aussi petit à petit à acquérir du matériel photo qui puisse me donner ces conditions. Voilà, donc ma photo, elle porte beaucoup sur l'architecture, Ouais. parce que je suis assez fan d'architecture. En tout cas, dans le portfolio que tu nous as montré, oui. L'architecture moderne, mais pas... comment dire ça, oui, architecture moderne, quoi, depuis... contemporaine, voilà, on va dire ça comme ça. Même jusqu'au début du siècle dernier, il y avait déjà des choses qui m'intéressaient en architecture, puisque tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de la réinterprétation finalement. C'est souvent, et même des fois moins bien, de ce qui a été fait au début du XXe siècle. Ah, tout à fait, oui. Tu veux parler des buildings de New York ou des choses comme ça? Pas forcément. Pour moi, les plus beaux buildings, c'est... moi, j'ai un gros faible pour le Chrysler Building, qui est vraiment art déco. Ouais, absolument. Mais absolument. Et puis aussi ces vieux buildings qui sont pas les plus hauts, mais enfin qui sont déjà des prouesses, de vieux buildings en pierre. Ça fait vraiment très néo-gothique, voilà. C'est quand même... c'est des prouesses. C'est pas très évident à réaliser. Et qui font vraiment... en fait, on pense pas à New York. Moi, je pense à ça, oui. Parce que je pense à mes balades à New York, en 93. Et les plus moches, c'est effectivement les plus récents. Tu mets une poignée dessus et tu ouvres, c'est un peu comme un frigo, quoi, finalement. On sent que l'âme a disparu, quoi. Oui, il n'y a plus ce travail de design. Bien sûr. Mais ça fait quand même partie aussi de mon univers photo, ces espèces d'horreurs dans lesquelles je voudrais pas habiter, parce qu'il y a aussi des choses comme ça. Il y a des buildings de bureaux et avec les vitres fumées, c'est atroce. Et des années 70, c'est surtout les années 70, même 80, qui sont vraiment très laids, mais qui fournissent des sujets photos, mais vraiment... horribles, qui font peur, mais ça fait vraiment des photos pas possibles, paradoxalement. Comme ce qu'on a regardé ce matin. Ouais, parce que tu travailles il y a un gros contraste, il y a la ligne, la géométrie, il y a la profusion aussi. Parce qu'il y a des photos de New York de haut, là, où c'est tellement profus, quoi. On voit un amalgame de lignes, de noir, de blanc, de contraste, etc. Mais nous on sait que c'est des buildings, mais bon, on pourrait aussi imaginer une forêt de béton, hein, et de verre, hein, de la manière dont c'est photographié en tout cas. Oui, je suis assez maniaque du cadrage et de la composition. Bah oui, mais c'est vraiment très c'est le fondement de la photographie ou de la peinture même, si tu veux, tu vois. Oui, là j'enfonce une porte ouverte. Non, pas du tout. Non, mais c'est utile de le rappeler. Ouais. C'est utile de le rappeler à une époque où, si tu veux, on croit qu'on peut faire n'importe quoi. Je veux dire, on peut faire n'importe quoi. On est libre de faire n'importe quoi, mais on est libre aussi de juger les travaux avec notre sensibilité ou notre rigueur ou notre besoin de voir des choses cohérentes, quoi, tu vois. Et là, je crois que dans ton travail, c'est très très cohérent. Oui. Et puis je fais aussi des collages. Ouais. Oui, il y a ça, je m'y suis mise il y a pas très longtemps. J'avais gardé des bouts de photos pour ça parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Et là, c'est des choses que je vais présenter bientôt. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'exemple dans ton portfolio. Ah, c'est difficilement transportable. C'est des collages de bouts de photos sur du papier de soie et que je vais mettre
Vraiment, oui, ça se transforme pas comme ça. D'accord. Je pourrais en prendre un, mais c'est un peu compliqué. Et puis, il y a aussi des choses que j'aime bien. C'est donc j'aime bien l'univers urbain, bien sûr. Et ce que j'aime bien, c'est des choses devant lesquelles on passe et qu'on remarque pas vraiment. Je m'arrête aussi sur des détails, ou sur de l'usure, ou sur des traces humaines, comme des graffitis que je mets dans des photos. Je les prends pas juste comme ça, parce que ça veut dire que si je les prenais juste comme ça, il y aurait pas de travail artistique spécialement. Mais je compose. J'ai une photo par exemple avec un gros conteneur à verre et puis un mur derrière et un gros lettrage hyper imposant. Et j'ai composé comme ça et ça donne vraiment quelque chose de, enfin moi je trouve, je ne sais pas, d'assez fort. Ça fait partie de la vie quoi, dans la ville. Je prends pas vraiment des gens dans cette série de photos. Je prends pas des gens en photo. C'est plus des reflets, plus des bougées avec des gens, mais c'est un peu des fantômes. Mais il y a l'usure aussi. C'est les traces. C'est plus les traces humaines. Je vais prendre, je sais pas, quelque chose et puis on va voir un petit truc. Ça va faire une scène très très graphique et il y aura le petit détail, la petite usure. Ou alors il y a des trames, il y a des surfaces qui sont vraiment très graphiques ou qui ont vraiment de l'âme, un vieux mur ou des choses comme ça, ou même dans le métro, il y a plein de. J'ai fait toute une série dans le métro. J'ai reconsulté un peu les photos. Sur les boursouflures, sur les traces, il y a plein de choses, mais il faut vraiment s'arrêter sur le détail. Là, faut avoir l'œil qui frise et hop, on va prendre sa petite photo. J'ai remarqué dans ton portfolio là, justement, ce que tu évoques, dans tes photos, il y a des choses très rigides, des lignes, et puis paf, il y a un machin qui vient tout casser, un drapeau, un drapé même, ou alors une façade plus en courbe, plus déco, etc. Tu vois, il y a toujours, t'amènes un point qui déroute un petit peu, si tu veux, l'organisation qu'on sent dessous, mais tu restes pas simplement à l'organisation, tu ajoutes presque une note d'humour, quoi, tu vois, voilà. C'est ça. Oui, un petit côté, il y a le petit côté ludique qui reste, le petit, oui, c'est vrai, la petite pointe d'humour, le petit détail qui tue. Parce qu'autrement, on pourrait dire d'une manière, encore une fois, triviale, j'aime bien ce mot-là, c'est chiant autrement, tu vois. Il y a des artistes qui n'arrivent pas, justement, à... c'est très anglo-saxon en même temps ta manière de travailler, parce que j'ai remarqué que chez eux, dans les choses les plus dramatiques ou les plus machins, il y a toujours un petit truc qui déglingue un petit peu le système, quoi, tu vois. Oui, j'en ai fait une comme ça il y a pas longtemps. C'est une fenêtre de train à l'arrêt dans une gare. Alors d'un côté, sur le premier tiers de la photo, à droite, il y a un gros pilier clouté. C'est ce qu'on faisait les piliers en fer dans les gares avec un chiffre, les rivets, là, avec un 7 écrit dessus, une très belle typo d'ailleurs. Et puis les deux autres tiers de la photo. Il y a le train, la fenêtre, et puis qu'est-ce qu'on voit ? On voit à la fenêtre comme un reflet de personnages de bande dessinée. En fait, c'est le panneau publicitaire qui était juste en face. Donc, ça fait une composition graphico insolite. Voilà, c'est des choses comme ça que j'aime bien aussi. Ou alors, vraiment grossir un détail. Une fois, je m'étais amusée à grossir, à zoomer sur un verre de Suze. En étant au café simplement, et puis j'ai tellement zoomé que tous les gens se sont demandé qui voyaient la photo se sont demandé ce que c'était. Il y en a plein, les gens qui ont apprécié, trouvaient que ça faisait un masque, que ça faisait, parce qu'il y avait des reflets des reflets et des reliefs dans le verre.
Et c'était tellement zoomé qu'on s'est demandé ce que c'était. Moi, j'aime bien faire ça régulièrement. Zoomer sur quelque chose et qui est désorienté complètement. Ouais, tu recrées, en fait, tu recrées quelque chose qui n'existait pas. Avec ta manière de photographier, tu crées un monde, quoi. Tu transformes, simplement avec un objectif, à la manière de l'utiliser, tu transformes une image réaliste en une image complètement... Oui. C'est assez... Elles sont souvent... elles ont un côté quand même assez abstrait aussi. Ouais, bien sûr. Et alors, tu as toujours ton appareil sur toi, avec un regard aguerri, toujours en alerte, ou alors est-ce que tu dis, ça, cet après-midi, je pars à la chasse photographique ou... C'est plutôt ça, oui. Mais je me demande... j'ai un peu un questionnement là-dessus, parce que il se passe des choses différentes là dans ma vie au niveau artistique. Et puis je me pose des questions parce que quand on regarde, quand on va dans des expos, c'est tout le temps la série qui est mise en... Ouais. Oui, on doit faire une série. Tout à fait. Mais on ne peut plus aller comme ça présenter un travail sur un thème hyper général comme moi je fais. Et j'ai l'impression que c'est plus vraiment recevable comme travail, la manière dont je fais. Mais à côté de ça, j'ai fait des rencontres avec d'autres artistes. On avait fait c'est un collectif qui s'appelle Rebel Arte. Et autour d'une personne qui avait fait un petit film qui s'appelait 3 mouvements, c'est un court-métrage. On était plusieurs photographes, une petite dizaine, et on a fait le truc, c'était de aussi nous raconter une histoire en 3 photos. Lui, il l'avait fait en 3 mouvements, le vidéaste, qui s'appelle Gabriele Rossi. Et donc, c'est quelque chose qui nous avait vraiment réjouis, même si on était chacun de notre côté Et là, je rencontre aussi, je suis dans d'autres collectifs, un collectif qui s'appelle FENAR, qui est à la base un collectif d'artistes des beaux-arts algériens qui ont fui pour la plupart l'Algérie des années 90 et qui s'ouvre à d'autres artistes comme moi et donc on va travailler sur par exemple l'acte d'exil. On va travailler avec d'autres gens et je commence à travailler là-dessus sur comment j'exprime ça en photo avec mon style, en gardant mon style bien sûr. Donc c'est intéressant, c'est aussi très intéressant de rencontrer des gens et de voir travailler sur un thème. Bien sûr. Là, je vais exposer dans le 11e, on va faire une semaine 10 jours avec toujours ce même collectif qui s'appelle FENA. Et ça va être un thème sur la lettre. Donc la lettre, pas le courrier. Pas le courrier, mais la lettre. L'alphabet. Et moi, j'ai toute une série comme ça. J'ai beaucoup de lettrage dans mes photos. Lettrage de rue. Donc c'est aussi, ça va ouvrir aussi un côté que ça va apporter un truc supplémentaire à l'expo. Il y en a qui vont faire la calligraphie, il y en a d'autres qui vont aborder les choses autrement, et moi je vais arriver avec mes lettrages et ça va aller tout à fait dans... Enfin, il y a un truc avec ces photographes-là, ces artistes-là qui ont pas la même histoire que moi, mais finalement on arrive à trouver des choses au fur et à mesure qu'on travaille les expos. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est vraiment un truc qui me stimule là en ce moment. Oui, on avait invité nous ici les carnétistes tribulants, c'est ça, qui étaient des illustrateurs, qui est un collectif comme ça, et qui, si tu veux, prenaient un thème et partaient à la campagne, n'importe où, suivant le thème, ça peut être la campagne, ça peut être les usines, etc. Et qui chacun ramenait une histoire croquée sur le vif, tu vois. Et ils réunissaient ça après dans des bouquins. Et c'était vraiment passionnant, tu vois, parce que c'était des gens
toi, t'es photographe, t'as ton œil de photographe, t'as ton appareil. Denis est dessinateur. Et ben, ce que tu fais avec ton collectif, il y a des dessinateurs qui l'ont fait aussi. Ce genre de reportage à plusieurs dans des endroits qui étaient pour eux des endroits complètement étrangers à leur vie, tu vois, et qui ont découvert et fait découvrir des choses étonnantes. On s'en souvient avec Dominique. On a vu par contre un truc, c'était sur des femmes à la campagne qui étaient revenues à la terre, ou alors parce qu'elles avaient de la famille, ou même dès qu'ils n'avaient jamais été sur la terre, et qui ont monté des petites fermes, des petits lieux comme ça, agricoles, des ruches, des trucs, et qui en vivent, tu vois. Mais c'était en même temps le montrer avec des dessins, des crobards, quoi. C'était assez extraordinaire. Alors bon, ça me fait penser à ça, ton collectif, tu vois. Ouais. J'ai vu que tu avais une série aussi sur les lumières. La lumière des villes qui te fascine un petit peu ou... C'est la lumière, comme le reflet, c'est des choses avec lesquelles je travaille. J'aime bien, quoi. J'aime bien le velouté que ça peut faire. Ou là, les couleurs, puisque avec les couleurs, c'est complètement. On a un œil différent complètement quand on travaille en couleur, en noir et blanc. On a Et là, il y a les couleurs, il y a les ombres, il y a les veloutés que ça peut donner, ou alors que ça fait briller les surfaces. Et on peut s'amuser là aussi. Là, j'avais pris une enseigne de tabac que j'ai cadrée vraiment à gauche de la photo dans la partie haute. Et puis il y a aussi une lumière qui est violette, qui fait tout un velouté violet sur un mur blanc. J'ai juste pris une partie de mur comme ça et ça fait, je trouve que ça fait un petit univers. Il y a une autre photo comme ça où il y a un vélo qui est attaché. Et il y a une lumière rose sur le pavé qui venait d'être mouillé, donc il y a ce vélo-là, et puis on voit aussi le pavé qui fait tout le graphisme du pavé, mais aussi ce truc rose qui est assez marrant en fait, qui est assez ludique. Voilà. On va peut-être terminer sur le mot ludique. Et peut-être j'ai quelques événements juste de l'expo. T'as encore 2 minutes. Bon alors on doit parler de leur lieu là. Faut qu'ils nous donnent un petit mot. On a du temps. On le mettra sur le blog. Ouais, mais aussi, on n'a pas Laurent, donc ils peuvent. C'est important qu'ils nous racontent un petit peu ce qu'ils ont. D'accord. Je me dépêche. Alors l'expo lettres à laquelle je vais participer avec Fénard, c'est au local commun résidentiel 20 rue Houdin dans le 11e, et ça va être du 8 au 15 avril. Et puis il y a surtout 10 jours comme ça, du 26 mai au 6 juin, où Fénard, dont je fais partie là, ce que j'ai dit là, travaille avec le collectif Curie-Vavard et ce sera au Chakirail, l'expo Actes d'exil dont j'ai parlé. Ouais. Donc il va y avoir des expos, de la musique, des performances pendant 10 jours au 72 Riquet. C'est dans le 72 rue Riquet. C'est les locaux du Chakirail, qui est métro Marx d'Ormois. D'accord, dans le 18e. Voilà. D'accord. Okay. Donc tu peux présenter brièvement le lieu que vous allez ouvrir. Oui, la chaudière. Voilà, la chaudière. Le 25 mars. Donc bienvenue, venez le 25 mars le soir, vers 20h, à partir de 20h. 20h, voilà. Donc on aura déjà préparé une exposition de nous, là, en fait, histoire de nous présenter. Voilà. Et vous pouvez nous donner l'adresse, les coordonnées, tout ça, parce que 86 rue du Poteau, dans le 18e, métro Porte de Clignancourt. Voilà. Ou Jules Geoffrin. Oui. Voilà. Et ça, c'est un lieu qui à terme accueillera aussi d'autres artistes. Hein, c'est ça, oui, alors oui, puis peut-être des débats, des choses comme ça, des débats de réflexion sur le statut d'artiste, sur l'art et l'engagement politique, je sais pas, sur plein de choses, quoi. C'est ouvert, en fait, c'est ouvert. Oui,
et donc des rencontres d'artistes de toute expression, de voilà. toute. Ouais. Non, ce qu'on voudrait faire, c'est ça. Essayer. On va, en tout cas, c'est le but. On va voir comment ça bouge. C'est lourd. Quand qu'on même. rencontre, que des gens se rencontrent. Est-ce qu'on arrivera à faire des choses, mais vraiment collectives, c'est-à-dire des choses ensemble, quoi. Qui fédère, On verra. C'est pluridisciplinaire, donc il peut y avoir plusieurs médias. Ça peut être aussi des fois un peu de musique. Ça peut être plein de choses. Projection de films, éventuellement. C'est vrai, il faudra gérer les artistes, quoi. Ça, Et c'est là, un c'est lieu. autre chose. Ça, c'est un lieu que vous avez. C'est un projet à tous les deux, en fait. Oui. Projet commun. Oui. Ah, c'est 2 Olibrius. Ouais. Donc 25 mars. De toute façon, je vais marquer sur le blog, mais on peut le rappeler. C'est un coin sympa, là. Ça. Max Dormois, tout ça, c'est coin sympa. Ah, c'est Marche Dormois, c'est le Shakiraï, d'accord. qui est Bon, aussi oui, un enfin, coin bon. artistique qui est très sympa aussi, plus grand en plus, vraiment très grand. Mais chez nous, c'est au 86 rue du Poteau, Jules Geoffrin, ou porte de Clignancourt. Non, mais rue du Poteau, ça vous inspire pas, enfin. Non, Canon, pareil, c'est vrai que c'est un handicap quand même un petit Pourquoi peu, mais Ah bon le Poteau, c'est une funeste référence quand même. Hein. Oui, enfin, faut oublier, il y a la rue de la Oublions. Roquette, aussi, c'est pas mieux. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, on va oublier ça et puis. Moi, j'étais Voilà. très content quand j'ai su qu'il y avait l'ancien emplacement de la guillotine, là, c'était où? C'était pas loin d'ici, c'était du côté de pas Voltaire, mais la rue Mercœur au bout. Et il y avait l'ancien emplacement justement de la prison avec la place où il y avait la guillotine. Et ouais, ça fait drôle, hein, quand on va voir. Quand on se balade là-dedans, enfin la rue du Poteau quand même. Bon. Ouais. Et Patrick, comme tu es là, tu peux annoncer aussi un concert à public au samedi. Tu as le micro bleu, tu peux le prendre. Oui, le festival, donc, la parole continue, hein, c'est le 3e samedi. Et donc, ce samedi, c'est Aruna, donc, alors qui nous revient d'Hawaï. Elle était à Hawaï depuis près de 2 mois, donc, normalement, son avion a dû atterrir hier soir. J'ai pas eu encore de ses nouvelles. Mais bon, samedi, c'est Aruna. Elle sera donc l'invitée de Radio Libertaire dans l'émission de Marlène, jeudi, entre midi et 14h. Et donc, c'est à 17h30, hein, donc c'est au 145 rue Amelot, hein, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Hein. 3 stations. 3 stations, hein, c'est le luxe. Hein. Ah oui, désolé. Voilà, entrée libre. Donc c'est entrée libre, entrée libre. Donc à la sortie, il y a le petit chapeau qui vous attend. Vous faites ce que vous voulez avec le petit chapeau. Il y a aussi le petit bar qui est ouvert. Et là, c'est gratuit. Donc, vous savez ce que c'est que le petit chapeau quand même. Hein. Dans les ateliers d'artistes, quand il y avait un nu qui posait, on passait le chapeau aussi à la fin pour payer le modèle, voilà. Donc avec Patrick, c'est pareil, il nous a piqué l'idée, il fait le petit chapeau. C'est honteux, ça. Voilà. Donc, et puis le festival se poursuivra donc. C'est la 3e édition, hein, 3e édition du festival, et il se poursuivra donc avec Rachel, qui devient Rachel Sonalm pour la sortie de son album, et donc qui sera présenté avec ses musiciens donc à Publico le dernier samedi, le 26. Donc, voilà. Ça, c'est que des prénoms. Que des prénoms. Ouais, ça, après Claire et Frédéric. Ça, si vous voyez Patrick Kipper, hein, il n'est pas usé du tout. Hein. Je vous dis, on en a encore pour 50 ans à se le farcir. Déconne. Non, mais ça fait du bien parce qu'en général, dans le showbiz, ils sont tous à moitié morts, mais pas lui. Il faudrait qu'il nous donne ta recette. Hein. C'est un peu... ouais. Ouais, je sais pas, c'est vrai que je suis pas mort et ça fait longtemps que je fais des concerts, 35 ans sans aucune interruption. Et sans aucune fatigue de te supporter, de te gaver tous les artistes. Ouais, et sans aucune subvention. Non, ça c'est important, ça. Bien, et on remercie donc nos invités. Vraiment, je sens qu'ils avaient encore plein de choses à dire, mais bon, on est limité par le temps, hélas, ou heureusement, je sais pas. Et on espère que de toute façon on les reverra un jour ou l'autre, hein, parce qu'ils n'ont pas fini de nous raconter des histoires, surtout avec leur nouveau lieu là. On aimerait bien savoir comment ça se passe. Pas vraiment d'une manière sadique, mais bon. Parce que les artistes, on les connaît quand même un peu, et c'est pas vraiment des gens faciles, je dois dire. Hein. Non ?
On verra. Bien. Bon, écoutez, merci à la Denis, prochaine. merci Nathalie, merci Patrick. Merci à vous. Ah bah non, Merci. quand on va m'avoir Patrick, invité. on se dit que ça doit être cool, hein, mais bon, je suis moins convaincu. Mais toi, tu vois toujours le mauvais côté des choses et moi, je vois toujours le meilleur côté. Non, oui, non, à Vous force êtes de trop complémentaires. fréquenter, à force de trop fréquenter certains milieux, des fois, t'es un petit peu usé quand même. Bon, voilà. Alors, on vous dit salut, à la semaine prochaine, chères auditrices, auditeurs. Et vous avez coupé comment j'appelle ça, moi, Aux œuvres. aux œuvres. Ouais, Patrick, d'habitude, au moment des œuvres, tu vas te préparer à manger. Bah là, tu vois. C'est ça, oui. C'est ça. Moi, j'écoute vraiment. Ce qu'on pourrait dire vite fait, c'est les expos quand même, Dominique. Vite fait, ça va être difficile. Donc, Bah non. je vais parler de l'expo. Il y a une expo Modigliani qui est au LAM à Villeneuve-d'Ascq, que j'en Ouais. parle parce qu'on y va jeudi. Donc, Ouais. peut-être qu'on fera l'émission de mardi prochain. Voilà, c'est Qui ça. s'appelle L'œil intérieur. Il y a Jean-Paul Souvraz, notre artiste de Coup de Kerkbranche, qui lui expose à la galerie Duramor. C'est une expo qui s'appelle Au nom du rat. Donc ils Ah, sont au plusieurs stand. artistes à avoir chacun une œuvre. Ouais, au stand. Il y a Landscape, une expo à la galerie L'œil ouvert qui est rue François Miron. Je crois que c'est des dessins urbains aussi. Il y a Agnès Dubart, notre petite Lilloise, là, qui Ouais. expose à Montbéliard, à l'Artothèque de Montbéliard, sur une exposition qui s'appelle Effroyable gardien. Ouais, des magnifiques gravures sur bois. Et il y a Daniel Flammeur à la galerie Paul Ardouin Voilà, c'est pendant ça. un mois. Voilà. Voilà, On n'a bah. pas pu aller au vernissage ce soir. On ne pourra pas aller au vernissage parce qu'on va à l'Assemblée Générale de la radio. Voilà, au revoir à tous. Merci de votre écoute et vos interventions. À la Voilà, semaine merci à prochaine. tous les trois. ouais. Et je termine avec Paco Ibanez, la Poesia es une arma Ouais. cargata de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.